Du coup, aujourd'hui, on a Mathieu Guérino, qui est le responsable retail chez Vie Interactive, donc, qui va intervenir sur la table ronde, et aussi un cas pratique avec Clément du Petit Ballon. Donc voilà, Mathieu, je vous en prie. On a aussi David Azoulay de The Box Agency, hein, qui donc, est là sur l'accompagnement des box. Donc voilà, il intervient sur la table ronde et à un deuxième cas pratique. Voilà, bonjour David. Et on voulait remercier également les 2 startups françaises qui ont accepté notre invitation pour présenter la startup et aussi leur retour d'expérience sur leur box. Donc merci à Clément Thibault du Petit Ballon qui ne boxe sur le vin. Bonjour. Bah oui, je t'en prie. Et Julien Radic, bonjour. De la bonne box, donc une box sur l'épicerie fine. Donc voici nos intervenants, vous les avez vus. Et donc on va tout de suite démarrer sur la table ronde qui est vraiment axée donc le marché, l'évolution des attentes des consommateurs, mais également voilà, la nouvelle structure du marché aujourd'hui en 2015. Donc je vous propose de commencer. Et donc ma première question s'adresse à Mathieu Guérino. J'aimerais savoir quel est aujourd'hui ton sentiment sur le marché actuel des box. Très bien, donc déjà merci à tous d'être venus. Donc le marché des box au départ c'est un marché florissant qui a commencé un peu dans les loisirs. Je pense qu'ici tout le monde connaît Smartbox et qui ensuite a déferlé sur tous les secteurs. Le secteur du food par exemple avec la bonne box, le secteur de la beauté, le secteur de la mode ou encore le secteur du vin avec le Petit Ballon. C'est un marché donc plus qu'arrivé sur tous les secteurs. Après, beaucoup d'acteurs se sont mis sur chacun de ces secteurs. Je pense que par exemple dans le vin, on doit comptabiliser peut-être une vingtaine de box qui existent, certaines marchant très bien, d'autres moins bien. Donc plus qu'un marché à maturation, c'est aussi un marché ultra concurrentiel avec des forts enjeux. Le premier enjeu, ça va être un enjeu lié au produit, je pense. Donc déjà lié à un concept qui va donc l'objectif étant de chercher la découverte chez l'internaute, chez le consommateur, car la box c'est aussi une découverte, un produit qui va réussir à créer cet effet de surprise chaque mois pour fidéliser son client. Et la deuxième partie, ça va être une partie qui va être plus liée au digital, c'est-à-dire de l'acquisition de trafic, comment se faire connaître, comment aussi faire en sorte que les gens qui arrivent sur un site internet et qui ont une appétence pour un certain produit aillent jusqu'au bout et deviennent des consommateurs d'une box. Et enfin, une fois que ces clients arrivent sur ce marché, comment s'adresser à eux pour les fidéliser et pour les satisfaire. Ok, du coup, tu parlais de certains enjeux, notamment autour du produit. Donc, on en arrive un peu à l'offre des box. Du coup, je voulais que David intervienne sur ce sujet. Comment l'offre, justement, des box, aujourd'hui, en 2015, elle a évolué? Bonjour à tous. Alors, on voit une vraie mutation aujourd'hui au niveau des offres et des box. On a eu, comme le disait Mathieu, beaucoup de box dans beaucoup de domaines qui se sont créés. Il y en a beaucoup qui ont fermé déjà. Il y en a constamment de nouvelles, beaucoup qui ferment, des gens qui arrivent qui ne comprennent pas très bien forcément les enjeux et stratégiquement l'approche qu'il faudrait avoir pour aller aborder ce marché-là. Et l'offre précisément est assez difficile et on remarque aujourd'hui une mutation. Alors oui, il y a toujours ces box de découverte avec des produits qu'on va retrouver et qu'on va pouvoir tester et apprécier. Pas forcément tout le temps, mais on essaie, les commerçants essaient de vous les faire apprécier la majorité du temps. Et je pense qu'on va aller beaucoup vers ce qu'on appelle du fulfillment commerce, sur du produit qu'on va avoir dans ses besoins de la vie de tous les jours et qu'on va plus forcément aller avoir acheté et qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir se faire livrer mensuellement, ce qu'on voit avec Evian chez vous ou avec Amazon aujourd'hui qui vous propose, quand vous achetez plusieurs fois le même produit, de vous le faire livrer régulièrement chez vous et d'avoir une remise sur ces produits-là. Ok, donc on peut voir une véritable transition en fait vers le produit découverte, vers un usage aussi plus, vers un produit qui s'oriente vers un usage plus récurrent et là où la qualité du produit est primordiale. On remarque clairement que de toutes les manières, déjà aujourd'hui, les box qui marchent le mieux sont un peu les box qui allient les deux. C'est des box qui vont rester des box de découverte, mais qui vont être aussi des produits de consommation et qu'on va pouvoir consommer facilement, que ce soit de la beauté ou du vin ou de la food, des produits de consommation vraiment récurrentes. Donc on a vraiment cette mutation-là, et je pense que ça va prendre encore un peu de temps, parce que c'est des habitudes de consommation. On parle d'un marché assez jeune qui a quelques années encore. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que des box. Je suis vraiment le premier quand on me demande ce que je fais comme métier et que je demande si on connaît Birchbox. J'ai encore des gens qui me disent non, je ne connais pas. Donc c'est qu'il y a vraiment encore à faire au niveau du marché et de l'éducation du marché pour atteindre la maturité à ce niveau-là et passer vers des choses plus intéressantes et sur des produits de consommation de tous les jours. Ok, merci. Et moi, j'avais envie d'aller voir un peu plus loin. Par exemple, et du coup, ma question est destinée à Clément Thibault, donc du Petit Ballon. En termes de croissance, lorsqu'on est déjà implanté sur ce marché, que l'entreprise a pris du galon, etc., quelles sont les opportunités ou les fenêtres vers lesquelles vous vous tournez? Je pense à l'exportation. J'ai cru comprendre notamment que... Alors oui, on est sur un marché qui se porte bien, qui est le marché français. Et quand on se porte bien sur un marché, on regarde toujours les voisins. Donc nous, on a ciblé 2 marchés qu'on souhaite ouvrir cette année en 2013. C'est le marché belge, parce que c'est nos cousins, c'est nos voisins. C'est un marché qui est assez simple. Et un marché un peu plus ambitieux qui est le marché du Royaume-Uni, où là, il y a à la fois une mer à franchir, une barrière douanière et une barrière de devise. Et c'est un très bon premier pas, on l'espère, ensuite pour un développement éventuel aux États-Unis. Donc ça, c'est les 2 marchés qu'on cible. Et pour cibler ces 2 marchés-là, puisqu'on veut s'européaniser, on a ouvert un bureau à Barcelone. Donc on s'installe aussi en Espagne. Donc s'installer en Espagne, c'est un avantage énorme, c'est que vous vivez toute l'année sous des températures qu'on a vécues hier. Donc c'est très agréable. Et puis on a le droit de faire la sieste. Donc voilà, c'est avant tout un projet de vie et c'est aussi un projet d'entreprise puisque l'idée c'est de créer une plateforme européenne de pilotage à Barcelone avec du service après-vente, du développement informatique dans un écosystème qui est hyper favorable. Voilà. Le petit ballon voit grand. Exactement, le petit ballon ne se contente pas de ses 12 centilitres. On peut aller jusqu'à la flûte de champagne. On aime l'idée. Ok, merci Clément pour cette intervention et pour approfondir sur ce que Mathieu Guérino a entamé dans cette table ronde sur l'acquisition. On va passer au premier cas pratique. J'ai perdu évidemment ma petite télécommande, c'est très embêtant. C'est pas grave, on va faire sans. Du coup, le premier cas pratique, c'est formidable. On s'est axé sur comment acquérir des clients sur le marché ultra concurrentiel des box. Mathieu a des questions assez précises à poser à Clément du Petit Ballon sur la stratégie du Petit Ballon, quels sont les leviers, quels outils ils ont mis en place pour chaque levier d'acquisition. Voilà, donc Mathieu, première question à Clément. Alors déjà une question super originale. Comment a commencé le Petit Ballon? Alors le Petit Ballon, il a commencé sans moi. Je tiens à le préciser. Moi, je ne suis pas un des fondateurs, mais le Petit Ballon, c'est une idée qui germe dans l'esprit de Martin Ohanessian, qui est son fondateur, en 2011. Pourquoi? Parce qu'il vient de vendre sa première start-up, My Tour Manager. Il a 30 ans, il aime bien le vin, mais il n'y comprend rien. Et donc, il va se positionner sur ce credo-là en disant qu'est-ce qui répond à mon besoin, connaître et apprendre à différencier un Bordeaux d'un Bourgogne quand on a 30 ans, qu'on aime ça, mais qu'on ne comprend rien au vin. Et il se rend compte qu'il n'y a rien sur le marché. Les cours d'œnologie, c'est chiant. Acheter son vin dans le rayon du supermarché, c'est compliqué. Il y a 96% de néophytes en France, de non-experts dans le vin. Et donc, il se dit, il y a quelque chose à faire.
il cherche sur Internet, il trouve des vidéos qui sont très bien faites de dégustation. Il se dit, mais il y a quelque chose à faire autour de l'apprentissage simple et sympa et à la maison. Et il se dit, parallèlement, il voit qu'aux États-Unis, il y a un phénomène qui apparaît, c'est Birchbox. Et donc il se dit, mais en fait, il faudrait faire le Birchbox du vin. Et voilà comment naît le petit ballon. Il rencontre à cette fin un sommelier, Jean-Michel Deluc, qui est l'ancien sommelier du Ritz, excusez du peu, qui en plus a fait ses classes en Angleterre, donc qui est cosmopolite et qui a participé à la création de Château Online, donc qui en plus a une expérience dans le web. Et c'est parti, les deux compères fondent le petit ballon sur ce besoin-là, comment répondre à cette génération de trentenaires consommateurs non éclairés qui ont besoin sans contrainte de recevoir, d'apprendre et de déguster du vin. Donc le petit ballon s'est construit sur ce concept-là. Recevoir 2 bouteilles de vin chaque mois qui sont sélectionnées par un grand sommelier, les déguster en apprenant avec un magazine qu'on édite, qui est quand même le 2e tirage papier sur le vin. On a appris ça derrière la RVF maintenant, la Gazette du Petit Ballon. Et puis des vidéos en ligne, etc. Un site internet qui est super bien fait. Voilà, on peut un peu se tresser des lauriers parfois. Et puis le 3e pilier, c'est racheter, évidemment, parce que quand vous avez des produits qui vous ont plu, qui étaient un peu votre Madeleine de Proust, vous avez peut-être envie de constituer votre cave et vous pouvez racheter. Et cette histoire, commencée en 2011, elle aboutit aujourd'hui à une équipe de, alors je dis 13 collaborateurs aujourd'hui, mais à partir de lundi, ce sera 15. Un bureau à Barcelone, un bureau à Paris. 5 millions de chiffres d'affaires qui vont être réalisés sur l'année 2015 et donc un positionnement online à titre d'exemple qui nous place devant Nicolas Direct. Je prends toujours cet exemple parce que Nicolas, c'est le caviste qu'on voit partout. Donc le petit ballon aujourd'hui, voilà, c'est plus de 200 000 bouteilles envoyées par an et environ 20 000 abonnés. Ça fluctue en fonction de la périodicité, on en reparlera. Très bien. Normalement, on aura une petite slide sur le petit ballon. Voilà, la slide chiffrée. Donc, pour attirer des clients, avoir une audience, il y a une importance de l'offre. Du coup, j'aurais aimé savoir plus précisément, et je pense que tout le monde, c'est le cas de tout le monde ici, quelle est l'offre du petit ballon et comment elle a été faite pour acquérir des clients. Alors, dans le monde des box, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on se connaît et on échange beaucoup. Hein, Julien. Et la première chose qu'on a apprise au petit ballon, c'est et qu'on a apprise des autres, et c'est notamment Birchbox qui m'avait dit ça, c'est le premier outil d'acquisition et de fidélisation sur ta box, c'est la qualité sans cesse renouvelée et assurée de ta sélection, donc de ton produit. Et ce produit-là, nous, c'est du vin. Donc, le premier enjeu, c'était de travailler sur un pricing correct. Donc, on a fait une offre à 19,90 par mois, ce qui correspond, dans l'esprit des gens, à 2 bouteilles à 10 €. Donc, ça place à la fois sur un bon rapport qualité-prix, mais quand même, on n'est pas sur de la bouteille perçue à 3 €. D'avoir toujours quelque chose qui se passe dans le verre, d'avoir toujours des bons vins. C'est pour ça c'était indispensable d'avoir Jean-Michel Deluc parmi les associés et les cofondateurs du Petit Ballon. Donc, avoir une sélection qui chaque mois plaît ou ne plaît pas, mais en tout cas est de qualité. Et autour de ça, de travailler une offre éditoriale travaillée. Donc le magazine, la Gazette du Petit Ballon, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a 2 personnes à plein temps qui travaillent. L'emballage, etc., c'est des choses où on a fait de la R&D, où on a réfléchi pour avoir la meilleure expérience. Donc construire une expérience qui fait que à chaque fois, le produit est vraiment de qualité. Il ne faut jamais décevoir ses abonnés. Ensuite, nous, on a la chance de travailler sur un produit qui est le vin. Et le vin, c'est un produit qui est communautaire. C'est-à-dire que les gens s'échangent leurs bons plans quand ils ont du vin. Et puis le vin, c'est un produit qui est consommé à plusieurs. Donc le premier levier d'acquisition, ça a été nos abonnés. Et la première chose qu'on a essayé de travailler, c'était comment faire en sorte que nos abonnés génèrent eux-mêmes de l'acquisition. Et Mathieu, qui est aussi un des cofondateurs du Petit Ballon, aime raconter cette histoire qui est vraie, qui est de dire que le premier canal d'acquisition du Petit Ballon, ça a été le papier autocollant, c'est-à-dire le stickers qu'on mettait sur les bouteilles. On a mis un sticker, au début on ne mettait pas de stickers, et après on a mis un sticker sur chaque bouteille, un petit sticker rond, le Petit Ballon, vin sélectionné par Jean-Michel Deluc, qui fait qu'à la maison, quand les gens sortaient leur bouteille à l'apéro ou au dîner,
bah, tout à coup, il y avait « Ah, où est-ce que tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé là, regarde. » Ou alors « C'est quoi ça, le petit ballon ?» Parce que vous avez le voisin qui prend la bouteille parce qu'il se dit « Oh, elle est vachement bien, qu'est-ce que c'est ?» etc. Donc voilà, s'il y avait un point à retenir de ce premier échange qu'on a, c'est de dire bah, quand vous avez un produit, d'abord il faut qu'il soit bon, et ensuite, si vous vous intéressez aux habitudes de consommation autour de votre produit, vous pouvez, dans le produit lui-même, mettre vos premiers germes d'acquisition massive de clients. D'accord, donc si je résume rapidement, le petit ballon s'adresse d'abord à des amateurs de vin et l'offre est organisée de sorte à offrir sur le modèle aussi du cadeau. Alors ça, c'est peut-être le deuxième point aussi, c'est qu'une fois qu'on a conçu son offre, c'est important de regarder les comportements des clients eux-mêmes. Le petit ballon, au début, ce n'était pas conçu comme un service qui pouvait s'offrir. C'était pensé pour les gens. On s'abonne pour soi parce qu'on a envie. Voilà, c'était un besoin qui répondait. Enfin, c'était une réponse à un besoin de Martin qui voulait avoir quelque chose pour lui et qui disait il y a d'autres clients qui seront dans la même situation. Et puis arrive décembre 2011 et là, pouf, il y a un pic d'acquisition naturel. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, en fait, s'étaient abonnés en mettant non pas leur nom comme adresse de livraison, mais le nom de quelqu'un d'autre, une autre adresse, etc. Ils comparaient les adresses de livraison et de facturation, ce n'était pas les mêmes. Donc là, on s'est dit, ah bah oui, il y a quelque chose à faire, il faut faire du cadeau. En fait, le vin, ça s'offre. Mais il ne faut pas pour autant se dénaturer. Donc, on offre un service qui est avant tout dédié aux abonnés, mais on a un autre canal d'acquisition qui est le cadeau. Ensuite, on a regardé les comportements des cadeaux, à quel moment il y a des pics, comment les gens se l'offrent, etc. Et c'est pour ça qu'après, on a créé une offre spéciale pour la fête des pères, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une saisonnalité forte pour la fête des pères, parce que le vin est un produit très associé à l'image du père, pas forcément du conjoint. Il y a des produits très masculins, mais non, en plus, il y a l'image du père, parce qu'on pense à papa qui aime le vin, c'est âge plus masculinité. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire à la fête des pères. Donc il y a une saisonnalité qui s'installe. Donc, tac, 2 saisonnalités, Noël, fête des pères. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour offrir en cadeau? Les gens paramétraient eux-mêmes l'abonnement. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de remettre quelque chose de concret. Donc on a fait des cartes cadeaux physiques pour anticiper les ventes avant J-7. Et puis on a fait des cartes cadeaux virtuelles pour permettre la vente à H-7 minutes, puisque le pic de vente pour nous, c'est le 24 décembre à 18h. Les gens sont encore au bureau et se disent oh, j'ai pas de cadeau, il faut vite que je le fasse. Voilà. Et puis on a fait des accessoires qu'on remettait avec l'abonnement. On a fait des kits du parfait dégustateur, des livres, des choses comme ça, qui fait que voilà, on a adapté notre offre à des nouveaux besoins qui apparaissaient et qu'on regardait et qu'on obtenait en traitant la donnée du site et les comportements et des tas de petits sondages qu'on fait. Donc, deuxième élément, c'est toujours s'adapter. Et nous, effectivement, on s'adresse donc à 2 cibles, les gens qui veulent s'abonner pour eux, les gens qui veulent offrir. Et au sein de ces 2 cibles, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont vraiment des néophytes, qui veulent la découverte du bon rapport qualité-prix. Et du coup, on a fait une offre à 19,90 €. Et puis, à un moment donné, il y avait des amateurs un peu plus éclairés, des gens qui voulaient des plus grands vins. On a fait une deuxième offre à 39,90 €. Voilà. Et on vit très bien maintenant avec ces 2 modes d'acquisition, cadeau ou perso, et derrière ces 2 niveaux d'offres qui sont 19,90 ou 39,90. Et voilà, donc on s'adresse aux amateurs de vin. Les amateurs de vin, ce sont avant tout des gens qui, comme je le disais, sont plutôt des jeunes urbains qui ont envie d'apprendre ou qui se le font offrir par le conjoint, par la famille, etc. Mais on s'adresse aussi à une petite cible d'experts. Et cette petite cible d'experts, c'est pareil, on ne s'y attendait pas. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont découvert chez nous que la sélection était toujours bonne et qu'en plus, on avait par exemple des frais de port, des niveaux de service, etc. qui étaient sans équivalent sur le marché. Nous, on a les frais de port les moins chers pour acheter du vin, par exemple. Et donc les experts viennent chez nous aussi pour ça, parce que dans leur comparaison et dans leur achat complètement raisonné, puisque ce sont des experts, ils nous trouvent par ces leviers-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille pas spécifiquement, parce que nous, encore une fois, on s'adresse vraiment à cette cible d'amateurs de vin. Les experts, c'est une cible secondaire qu'on est ravis d'accueillir, mais on les accueille, j'ai envie de dire, presque naturellement. Très bien, merci beaucoup. Du coup, si je récapitule rapidement ce qu'on s'est dit sur le petit ballon, une box réussie, ça va être donc d'abord la qualité d'un produit,
Ça va être aussi une bonne connaissance de son marché, des personnes qui potentiellement sont amenées à acheter ce produit-là. Ça va être aussi, je pense, pour remédier à un problème qu'on a aussi sur Internet, c'est-à-dire qu'on va acheter des produits, mais on n'est pas en boutique, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, donc on peut peut-être avoir peur de se faire arnaquer. Voilà, une étiquette. Tu parlais du stickers, le petit ballon, mais aussi la marque, entre guillemets, Jean-Michel de Luc, qui est très importante. Et à partir de ce produit, toujours se questionner sur quel est mon marché, pour pouvoir développer son activité. Donc là, dans le cadre du petit ballon, et souvent, je pense que c'est aussi notamment le cas pour la Bonne Box, voilà, c'est un produit qu'on aime offrir. Quand est-ce qu'on aime l'offrir? Donc là, il y a toute l'importance de la saisonnalité. Clément parlait de la fête des pères. J'imagine que la Saint-Valentin ou les périodes de fin d'année sont aussi importantes. Saint-Valentin, pas du tout, par contre. Bon, non. Ok, bon, bah, pas la Saint-Valentin, sachez-le. Et du coup, bon, ceci étant dit, on reste sur un marché qui est très concurrentiel. Le petit ballon n'est pas le seul acteur à proposer du vin en box par abonnement sur Internet. Donc du coup, maintenant, ma question, c'est quels ont été les leviers que tu as pu actionner pour rester compétitif et attirer de la clientèle, te faire connaître? Alors, les leviers correspondent à différentes phases de développement de l'entreprise, j'ai envie de dire. Il y a une première phase où on se lance, on n'a pas d'argent. Donc, avant de vouloir en dépenser ou lever des fonds, parce qu'en plus votre produit n'est pas commercialisé, alors à moins que vous ayez de la chance, la première étape, c'est de travailler sur les canaux gratuits. Donc, pour travailler les canaux gratuits, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. D'abord, un très bon produit qui peut porter en lui les propres germes de son acquisition. Stickers sur la bouteille, par exemple, et excellente sélection qui va, dans un produit où les bons plans s'échangent, va faire en sorte que vous allez très vite bénéficier du bouche à oreille. Le lieu du bouche à oreille, c'est les réseaux sociaux. Donc, travaillez votre community management, faites-le bien, des petits coups tactiques, des petites campagnes Facebook qui coûtent pas cher à la performance, des choses comme ça. Troisième levier gratuit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est la presse. La presse, c'est un peu de la publicité gratuite quand c'est bien fait, quand c'est bien travaillé, quand vous l'avez bien pensé. Mais c'est un filon qui s'épuise. La publicité gratuite, ça a une certaine limite. Mais tout ça, si c'est bien fait, permet d'engager le premier cycle d'acquisition qui est l'acquisition gratuite, naturelle et organique, et un petit peu provoquée par la qualité de votre produit, par le bouche à oreille et par la presse. Il y a une deuxième étape après, donc là vous commencez à avoir un peu plus d'argent, vous pouvez vous outiller, donc commencer à acheter des solutions logicielles, et puis travailler avec des partenaires. Vous allez commencer des coups tactiques, donc des campagnes de performance, très bien ciblées. Je dirais que nous, on est à cette étape-là, on est entre la deuxième et la troisième étape. Très bien ciblé, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur des cibles ultra affinitaires, des médias ultra affinitaires. Nous, on travaille très bien, par exemple, avec My Little Paris ou avec Merci Alfred. Ceux qui avaient l'application Hook, par exemple, ont vu que la semaine dernière, on a fait une vente de caisses de vin avec Hook. Ça s'est très bien passé. Voilà, on sait qu'avec eux, on a une cible sur laquelle on va retrouver les mêmes comportements d'achat, la même cible. On est sur de l'ultra ciblé, donc de l'ultra rentable, de l'ultra affinitaire. Pareil sur Facebook, vous paramétrez très bien vos campagnes dans une bonne saisonnalité, parce que c'est aussi important, quand on n'a pas beaucoup d'argent, de bien placer vos campagnes. Donc faites des paires, Noël pour nous sont vraiment des périodes ultra importantes. Et enfin, troisième point, dans cette phase où on a un petit peu plus d'argent et donc on peut s'outiller, c'est travailler sa base. Travailler sa base, ça veut dire vous avez des clients qui viennent et qui n'ont pas acheté, faire du retargeting, faire de la relance de panier abandonné, toutes ces solutions-là où vous avez des très bons ROI, mais ça demande d'avoir quelques partenaires, quelques outils, et vous êtes toujours sur de la performance. La troisième étape dans la vie de l'entreprise, on a beaucoup plus d'argent, on a fait une levée de fonds, on commence à vouloir travailler sa marque, et non plus uniquement son acquisition. Voilà.
son acquisition tactique, et bien à ce moment-là, on peut engager une grande agence, on peut travailler sur de la publicité en display, c'est-à-dire commencer à pas acheter l'argent par les fenêtres, mais en tout cas à travailler la notoriété sans aller chercher la rentabilité immédiate, mais travailler vraiment sur l'augmentation du bruit de fond. Et là, ça demande un peu plus d'argent et vous commencez à faire des campagnes un peu plus massives. Mais voilà, c'est des investissements, c'est vraiment des investissements. Il ne faut pas chercher le ROI, sinon vous vous plantez. Et c'est de la prise de risque, parce que c'est des tickets qui sont plus importants. Et donc, vous pouvez vous permettre de faire des choses, parfois aussi de faire des campagnes héroïstes, mais dont les tickets d'entrée étaient tellement hauts ou tellement risqués que vous n'osiez pas le faire avant. Voilà, donc les 3 étapes, c'est ça. C'est 1, le gratuit, 2, le tactique, 3, le massif. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. Donc justement, nous, Vie Interactive, avec nos partenaires dans les box, on les aide à leur développement. Donc d'abord sur un modèle à la performance. L'objectif étant quand Clément a déterminé, enfin quand le petit ballon Martin a déterminé son offre, s'est fait connaître et que les gens arrivent sur le site, la première chose, ça va essayer de faire en sorte que les gens qui arrivent sur le site convertissent et arrivent dans cette base client. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Je vous en présente rapidement quelques-unes. C'est ce qu'on a mis en place avec le petit ballon. Ici, c'est tout simplement une fenêtre de réengagement qui arrive à l'étape de la page panier, donc quand l'internaute fait son récapitulatif d'achat, et qui va avoir pour objectif de le réengager avec un message de réassurance client classique, donc selon le montant de son panier, selon qu'il soit déjà client ou non, pour faire en sorte qu'il reste sur leur site et qui convertissent. Donc c'est une solution qui fonctionne assez bien puisque voilà, avec le petit ballon, on a ces statistiques-là, donc on réussit, comme vous pourrez le voir, à faire des ventes. Maintenant, un site internet, c'est un tunnel de conversion avec plusieurs étapes. Chaque étape correspond à un point de fuite. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas réengager à un seul endroit, mais à plusieurs. Donc, on réengage également via un email personnalisé lorsque l'internaute a commencé à s'inscrire, donc devient un prospect qualifié, avec un email personnalisé, tourné service client, qui fait également le rappel du panier si nécessaire. Donc là, notamment l'âge de raisin, et qui redirige immédiatement l'internaute vers la bonne page du site internet pour qu'il puisse convertir. L'avantage de ces solutions, comme je le disais, c'est qu'elles sont à la performance. Du coup, le marchand, notamment dans la box par abonnement, va payer uniquement lorsque on lui aura effectué une vente. Donc on est sur un processus de ROI immédiat qui correspond bien à la phase numéro 2 dont parlait Clément. Et ensuite, il y a cette phase où voilà, le marchand connaît son business, sait ce qui fonctionne, a besoin de réfléchir sa stratégie à long terme. Donc dans ce cas-là, on va proposer des solutions de prospection display en offrant derrière ces solutions de réengagement client pour faire en sorte que le marchand puisse avoir un retour sur investissement plus ou moins immédiat. Merci Mathieu. Est-ce qu'à ce stade-là, avant de passer au deuxième cas pratique, vous avez déjà des premières questions sur les différents leviers dont on a parlé, etc. Ou sinon, on enchaîne et on pourra faire un tour de questions à la fin du deuxième cas pratique. Pas de questions, c'était très clair. Mademoiselle ? J'ai une question en fait justement sur la partie un peu RP. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous avez investi dès le départ parce que, pardon, je me présente. Moi, je suis chez Reworld Media, j'ai plusieurs box.
Box des Bises, voilà, Rattachat des magazines notamment. Et voilà, moi j'essaye de m'appuyer en tout cas sur les supports qu'on a déjà dans le groupe. Et voilà, moi je me pose vraiment la question de savoir si c'est important d'investir dans les RP, dans une agence de com, etc. Et est-ce que ça convertit bien en tout cas pour les box. En tout cas, nous, on a investi, oui. Voilà. Ok. Non, mais je ne peux pas te dire autre chose que oui, nous, on l'a fait. On a investi. Mais dès le départ ou ça a été en 2 temps. Il y a eu d'abord non, ensuite oui, mais pas forcément avec la bonne agence. Donc, on a changé d'agence ensuite, etc. Donc, il faut aussi trouver la bonne agence. Ça, c'est hyper important, hein, parce que il faut. C'est comme dans le cinéma. Vous êtes un petit acteur, si vous allez dans une grosse agence, ils vous feront jamais bosser parce qu'ils ont d'autres contrats à traiter. Et il faut trouver quelqu'un qui croit en vous et qui en plus est positionné sur des médias qui correspondent à ce que vous faites. Donc nous, on est sur de la food et du vin. Il ne faut pas qu'on aille dans... Et quand même quelque chose qui est sur le e-commerce, etc. Il ne faut pas qu'on aille dans une agence qui va être spécialisée dans le retail sur la chaussure, par exemple. Là, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais Julien, je pense que toi aussi, tu peux répondre à la question. Nous, on a eu 2 grandes phases. Bonjour à tous. On a investi dans une agence de RP. On n'était pas content du tout parce qu'on a plutôt une culture d'héroïste. Donc, on a arrêté. Et on n'avait pas d'agence. Et 6 mois après, ça ne nous a pas empêché de décrocher un capital. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je pense qu'il faut quand même tactiquement essayer d'occuper le terrain. C'est vrai. Donc voilà, faut pouvoir le faire. Je pense qu'à un moment, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir et puis il faut savoir saisir l'opportunité, quoi. Voilà, là, tu as le bon exemple parce que lui, il a fait capital sans agence. Et nous, on n'y était pas alors qu'on avait l'agence qui était au courant. Les murs ont tremblé. D'autres questions ou sinon on continue et on passe au deuxième cas pratique. Ça ne nous a pas empêché de réussir. Eh ben, enchaînons alors. Du coup, deuxième cas pratique, comment développer un modèle économique pérenne et fidéliser sa clientèle. Et pour répondre à ces problématiques, David Azoulay de The Box Agency, cofondateur de l'agence, et Julien Radic, voilà, de la Bonne Box, CEO et cofondateur également. Alors avec Julien, on va essayer de voir ensemble quels sont les différents axes de développement pour vraiment bien fidéliser sa clientèle. Parce qu'une fois qu'on a fait toute cette partie-là d'acquisition, il y a un point essentiel, c'est de garder ses clients le plus longtemps. C'est vraiment le nerf de la guerre pour vous. Vous avez des problématiques différentes d'acquisition de personnes qui font du e-commerce traditionnel. Quand je fais du e-commerce traditionnel, je sais que j'ai un panier moyen de X euros, que je marge à temps, donc que je peux dépenser 10 euros pour acquérir un client. Là, il y a des notions différentes qu'on fait de l'e-commerce par abonnement qui sont des notions de durée de vie d'un client, qu'on appelle le Customer Lifetime, et ce qu'on a aussi le Lifetime Value, c'est ce que va vous rapporter un client sur sa durée de vie. Et pour bien maîtriser son acquisition, faut avoir ces données-là et essayer de faire en sorte que son client ait la durée de vie la plus longue possible. Donc on va voir, avec Julien, on a défini 4 enjeux qu'on voulait vous présenter: le produit, le marché, la fidélisation, et on fera du coup un petit retour sur l'acquisition ensuite. Du coup, le produit, le premier enjeu. Alors, je vais poser la question à Julien. On sait que une fois qu'on a la bonne idée et qu'on pense avoir le bon produit, il y a une notion d'exécution. Et globalement, Julien, pourquoi la DA, la direction artistique et son univers sont-ils aussi importants ? Ok. Bonjour à tous. Donc, Julien Radic. Donc, je suis le cofondateur de la Bonne Box, mais je suis également opérateur et éditeur de box. Donc, je fais également la JDG Box pour le Journal du Geek. Et je viens également de lancer la Woodbox avec jeuxvideo.com. Donc, on est gourmand et également gamer chez nous. Alors, je vais essayer de répondre à la question, mais sans faire de la redite. Globalement, on en a parlé assez longuement tout à l'heure. Notre métier, il est assez simple. Il consiste à renouveler notre produit tous les mois. Donc, c'est quand même un sacré challenge et faire en sorte que ce produit soit toujours aussi chouette, si ce n'est mieux. Donc, c'est difficile sur du vin et j'imagine que sur d'autres périmètres, c'est encore plus difficile. Je pense à ceux qui sont sur de la puériculture, sur du loisir créatif pour les enfants, sur le foot, sur le thé. C'est quand même quelque chose de très complexe. Donc naturellement, l'exécution du produit au sens très très large du terme
Si on a juste une seule priorité, quand on se lance sur un marché comme ça, on doit ne penser qu'à ça. S'il y a un sujet qui doit vous empêcher de dormir, c'est celui-ci. Voilà. Donc moi, je mets très très souvent à contribution ma communauté et mes abonnés pour savoir ce qu'ils en pensent. Parfois, il y a des offres qui sont quand même un petit peu plus simples que d'autres. Moi, je peux aller sur du sucré, sur du salé, sur des choses carnées, sur des choses qui vont aller autour du poisson. Bref, il y a des choses qui marchent un petit peu moins bien, et ça, on l'apprend au fur et à mesure, en fonction de sa cible, en fonction du profil aussi de ses clients. Donc voilà. La direction artistique, on parle de l'ADA, de l'exécution. Ça peut faire sourire une personne. Je pense à la fondatrice envoûtée qui se moquait de mes box quand j'ai lancé ma box, c'est-à-dire qu'elle était vilaine. Elle était très moche. C'était juste un pack en une caisse américaine, absolument horrible, parce que je ne savais pas du tout si j'avais la capacité à pouvoir financer une box et puis globalement à garder un certain niveau de marge. Et pas à pas, on s'est rendu compte qu'on arrivait à conserver notre niveau de marge, qu'on arrivait à faire des économies d'échelle avec notre capacité de négo, et on a réussi à migrer, et aujourd'hui on arrive à exécuter une box différente tous les mois. Mais il nous a fallu quasiment 1 an et demi pour faire ce choix-là. Donc aujourd'hui, tu te moques plus de moi, mais on a des jolies box. Alors bon, ça c'est un point, mais c'est surtout que notre communauté est hyper contente et hyper satisfaite parce que ça participe encore une fois à l'expérience et à la découverte du produit. On est sur un schéma de surprise, on sait ce qu'on va recevoir une boîte, nous on n'annonce même pas les thématiques, et ils découvrent entre 6 et 7 produits, un univers, un éditorial, et c'est quelque chose qui est très 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 important. Globalement, l'idée, c'est d'essayer, je pense, de prolonger l'expérience client qu'on lui a fait avoir sur le site internet et de la prolonger jusqu'à, je pense, la réception du colis, le déballage, et d'avoir une expérience client cohérente sur toute la chaîne de valeur du client. Si je pouvais compléter tes propos. Quelle représentation de l'offre et de la demande? Le marché, Julien. Alors, je vais peut-être revenir à ce qui a été dit tout à l'heure. On parle d'un marché excessivement concurrentiel. Je ne sais pas combien de box se sont lancées en France, 200, 300, 400, j'en sais rien. Voilà. Bon, en soi, il n'y a aucune barrière à l'entrée, donc ce n'est pas très compliqué de se lancer. C'est un business à faible intensité capitalistique, ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a plein de monde. On est sur un BFR négatif. Et c'est le propre du modèle, ce qui est quand même attrayant sur l'e-commerce par abonnement. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on se dit bon, c'est super, je vais faire des box. Mais bon, on en revient justement à tous les différents enjeux qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Quelle représentation de l'offre et de la demande? Ça me fait penser à certains acteurs justement qui sont plus là aujourd'hui et qui ont essayé de dupliquer ou répliquer des modèles qui existaient sur des périmètres. Donc imaginez qu'on pouvait faire de la puériculture en reproduisant le modèle de la cosmétique. Juste d'un point de vue pricing ou d'un point de vue modèle économique, ça ne marche pas. Dans le food, c'est la même chose. Des gens qui se sont positionnés très très bas en pricing n'ont pas été capables finalement de maintenir la charge dès lors qu'il y a eu des volumes assez consistants. Donc, je ne sais pas du tout à quel stade vous en êtes ou si un jour vous voulez lancer une box, mais interrogez bien les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Comprenez bien quels sont leurs enjeux. Projetez-vous à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Pour savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est important, parce qu'une fois que la machine est lancée dans ce business, difficile de faire marcher rien. Imaginez-vous, vous vendez 19 €, puis vous vous rendez compte que le modèle ne tient pas et qu'il faut passer un pricing à 24. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Donc l'adéquation entre l'offre et la demande, voilà moi un petit peu comment je la pense. Merci Julien. Alors, l'acquisition, on va sans doute rejoindre un peu ce qui s'est dit tout à l'heure, mais comment acquérir grâce aux bons outils d'après ton expérience sur ce marché-là? L'acquisition, je vais vous en parler. Enfin, moi, c'est très simple. Je ne viens pas du tout du web. Donc, on m'a parlé d'acquisition client il y a 3 ans. Je dis bon, super. Globalement, je sais que je vais faire du commerce ou du e-commerce. Il va falloir trouver des clients. On m'a commencé à me parler de coût d'acquisition. Je suis très bien. Bon, le coût d'acquisition, ça me parle. Le coût d'un client, très bien. Donc je me suis lancé à investir sur Facebook, en RP, à faire tout un tas de choses. Et globalement, je n'avais pas vraiment d'outils qui me permettaient de savoir quel était mon coût d'acquisition. Donc on s'est penché un petit peu là-dessus. Donc le coût d'acquisition e-commerce, c'est quelque chose d'assez simple. Mais le coût d'acquisition rapporté justement au principe de e-commerce par abonnement, ça a un vrai sens à partir du moment où on l'associe à la rétention et toute la partie de Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value, comme l'expliquait David tout à l'heure, c'est la valeur du client dans le temps. Je vais vous donner un exemple très concret.
si on prend la marge unitaire d'une de vos box, imaginons elle vous rapporte 5 euros et qu'en moyenne, un client reste 5 mois chez vous, ça veut dire que vous avez la capacité à investir à hauteur de 25 euros. Okay, bon, maintenant, vous n'allez pas gagner d'argent. Après, il faudra justement faire un travail de fidélisation un peu plus important pour penser, imaginer. Mais disons que votre coût d'acquisition serait de l'ordre de 25 euros. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais pour avoir ces outils, c'est pas si simple que ça. Donc, on raisonne, alors attention, ça va être un peu technique. De notre côté, on raisonne en fonction avec des cohortes. Une cohorte, c'est une personne qui va souscrire à un abonnement, imaginons, du 1er au 31 juin. Okay, et cette personne-là, on va la suivre dans le temps. C'est-à-dire, on va voir si elle est là le 2e mois, 3e mois, 4e mois. C'est-à-dire, on part sur une base 100 et systématiquement, on va voir un petit peu comment évolue cette base-là dans le temps. Naturellement, on fait le même exercice sur chaque cohorte. Et notre métier, les KPI qu'on se fixe, donc on essaie de mettre des programmes de fidélité en place, des plans d'action en place, faire en sorte que ces cohortes, quand elles décrochent, quand on perd 20% de nos abonnés du mois 1 au mois 2, faire en sorte de les ramener à 18, à 16 et de tester tout un tas de dispositifs. Ce qui nous permettra tout simplement d'améliorer, en tout cas de pouvoir investir un peu moins cher, que le coût d'acquisition soit un peu plus faible et naturellement d'avoir un améliorateur sur la marge. Donc c'est un peu technique tout ça, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est des notions, je pense, essentielles pour pouvoir bien aborder ce marché-là et qu'il ne faut pas négliger au début parce que qu'on veuille y venir par la suite, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis un peu bavard. En fait, c'est un outil d'aide à la décision, je pense, qui est hyper important. Et quand on commence à atteindre une certaine taille critique, je pense qu'il y a des équipes qui ont fait des fautes de gestion et justement qui n'ont pas su maîtriser cet aspect-là des choses et qui se sont plantées à cause de ça. Alors, il y a le positionnement prix, puis après qu'on fait des erreurs en termes d'acquisition. Et très rapidement, si on n'analyse pas suffisamment bien ces métriques-là, on peut vite se retrouver dans des perspectives un peu compliquées. Parfait, merci Julien. Donc la fidélisation, on rejoint, c'est un peu la suite de ce qu'on se disait, comment les conserver et les satisfaire le plus longtemps possible. Alors, ouais, là je vais faire un peu de redite peut-être. Donc, on travaille également avec Vie Interactive sur la bonne box. Et bientôt, on travaillera avec toi aussi sur Woodbox, parce qu'on va avoir besoin de vous. Donc, on a exactement les mêmes enjeux que le petit ballon. On fait du e-commerce par abonnement. Voilà, bon, ça porte bien son nom. Les vertus du modèle, c'est faire en sorte qu'un client qui est chez vous pendant 6 mois, qui reste chez vous 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Donc, je pense que tout le monde a des programmes de feed un peu différents. Je pense que nous, le premier axe, c'est encore une fois la communauté, nos abonnés. Sont nos premiers ambassadeurs. Faire en sorte qu'ils parlent de nos produits, faire en sorte qu'ils offrent notre produit. Celui qui reçoit un produit, on a quasiment 25% de la personne qui reçoit la bonne box en tant que cadeau qui rachète la bonne box dans les 6 mois. Donc ça, ce sont plutôt des bons indicateurs. Donc nous, aujourd'hui, on travaille principalement sur la partie communautaire. On est en train de mettre en place des outils CRM avec The Box Agency. On en est aujourd'hui, nous, à l'état embryonnaire parce que les segments sont assez compliqués à mettre en place, mais c'est quelque chose sur lequel on devrait aboutir. Mais on en est justement à cette phase-là où il faut qu'on se consacre un petit peu plus à ce sujet. On met autre chose aussi en place, mais ça sera plus sur la partie Woodbox, donc plus sur la partie gamer. Le petit ballon, on a parlé. Je pense que la box, c'est un produit d'appel, c'est une clé d'entrée. Je crois que c'est Birchbox qui parle de discovery e-commerce. Les vertus de ce business, en fait, soit on le voit, on est juste un vendeur de box, ou soit on est un vendeur de box et puis derrière, on a une autre proposition. Donc sur Woodbox, bientôt, on lancera un shop avec une logique un peu similaire à la vôtre. C'est-à-dire qu'on a un privilège dès lors qu'on est abonné à la marque au niveau du pricing de certaines offres. Donc naturellement, ça vient dynamiser notre business, mais c'est indirectement un outil de feed par rapport au reste des clients ou des potentiels clients qui ne sont pas encore chez vous. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, on n'a pas du tout parlé de la dimension shop, mais le réachat, l'achat de produits après l'avoir découvert, l'objectif à tous, c'est qu'il représente 50% de nos revenus de demain. Et qu'effectivement, ce soit un axe fort de fidélisation. Nous, quand on fait des sondages auprès de nos clients, on remarque que le premier avantage qu'ils perçoivent d'être abonnés, c'est de bénéficier des prix abonnés sur l'ensemble des vins qu'ils peuvent racheter. Donc effectivement, c'est un gros avantage perçu.
juste avant de clôturer, c'est vrai que l'aspect shop est assez important parce que généralement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on démarre avec une box, qu'on se rend compte qu'on a des clients qui aiment nos produits, qu'on n'a pas besoin d'aller acheter ou acquérir pour vendre un produit supplémentaire, qu'on sait faire du sourcing, qu'on a les fournisseurs vu qu'on a été capable de faire des box et de mettre des produits dedans. Donc du coup, la déclinaison commerce vient assez naturellement. Et chez de plus en plus de marchands, on arrive aujourd'hui à un certain équilibre entre ce que va générer le commerce et ce que va générer la box. Et même chez certains, nous, on a pu constater chez certains de nos clients que la partie commerce, même chez des clients qui ont des gros volumes d'abonnés, la partie commerce prend une place de plus en plus importante et que c'est plus ça, oui, apporter une partie de discovery sur la box et pouvoir promouvoir d'autres produits. Il y a des enjeux, compléter un peu ce que disait Julien, des vrais enjeux de CRM, de messages à transmettre à nos clients, quel message à quel client. Et ça aussi, c'est une notion importante. On ne peut plus envoyer le même email à tout le monde, la même newsletter à tout le monde. Ce que disait Mathieu, c'est que c'est vrai qu'on a un taux de ROI beaucoup plus important sur les newsletters. Et il faut vraiment bien comprendre une chose, ça coûte 6 fois moins cher d'acquérir sur sa propre base de données que d'aller acquérir du nouveau client. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, bien maîtriser sa data, envoyer le bon message à la bonne personne. On ne peut pas communiquer de la même manière à quelqu'un qui est abonné chez vous depuis 6 mois ou 1 an qu'à quelqu'un qui s'est juste inscrit à votre newsletter. C'est strictement impossible. Il faut pouvoir être capable d'avoir les bons outils pour faire ces segmentations-là et diffuser le bon message aux bonnes personnes, aller pousser à quelqu'un qui a acheté du shop de l'abonnement, quelqu'un qui a acheté de l'abonnement du shop, et ainsi de suite, pour essayer d'avoir un cercle vertueux au niveau de sa base de données, et pouvoir aller rejoindre ce que les gens font dans l'acquisition au niveau du e-commerce traditionnel, faire de l'acquisition d'adresses, pouvoir aller travailler de la base de données, ces choses dont les gens de la box se sont un peu privés jusqu'à il y a très peu de temps, à part les gros acteurs qui avaient les moyens d'aller un peu voir des agences et monter des opérations. Mais au-delà de ça, on restait sur des opérations très basiques et on n'allait pas chercher de vraies opérations marketing assez poussées comme on le fait dans l'e-commerce traditionnel. Voilà. Est-ce que peut-être vous avez des questions à nous poser ou des remarques ? Bonjour, Déborah Saudry. Moi, je suis porteuse de projet dans un univers qui est assez similaire au box, mais qui n'est pas par abonnement, dans le tourisme. Et j'avais une question plus de l'ordre de la curiosité. À partir de quel moment, enfin à partir de combien d'abonnés il faut faire appel à, par exemple, The Box Agency pour gérer tout ce qui est acquisition et travailler sur sa base de données ? Je ne vais pas répondre moi-même, je vais laisser répondre. Alors, oui, alors moi j'ai bossé avec une première agence pendant 9 mois que j'ai viré et j'ai rencontré après David et ses équipes qui avaient déjà avancé sur le sujet. Donc à ce stade-là, je pense qu'on avait 500 ou 600 abonnés. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que l'idée c'est surtout d'être accompagné dès le début par les bonnes personnes. Donc même si tu n'as pas de client, tu n'as rien du tout. Je pense que ce qui est hyper important si tu veux un modèle, si tu pars sur un modèle un peu équivalent à celui-ci, c'est de t'adresser à la bonne agence qui connaît son métier, quoi. Voilà. Merci. D'autres ? Ouais. Bonjour, Yorick Saint-Louis, gérant de la Maison des Antilles, premier site de vente en ligne de produits antillais en France et à l'international. J'aimerais savoir, j'ai 3 questions sur la durée d'engagement. Est-ce qu'il faut proposer 6, 12 mois, voilà, ce qui peut jouer sur la durée de vie du client. Est-ce qu'il faut faire une remise sur le prix en fonction du temps où il reste? Et puis, quelle est à peu près la rentabilité sur une box? Et puis, on n'a pas parlé de logistique, mais je pense que c'est un point important aussi, puisque ça doit agir sur la marge. En fait, si vous voulez, vous m'envoyez votre email et je vous envoie mon business plan. Ouais, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Enfin, déjà sur le niveau de marge, je pense que personne n'a les mêmes niveaux de marge. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la cosmétique, les produits sont gratuits. Ils sont sur un modèle économique bien différent d'une autre. Je pense qu'il y a 2 entités. Il y a ceux qui ont des produits gratuits à l'intérieur de leur box. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ce sont les acteurs de la cosmétique parce qu'on est sur l'industrie chimique et les taux de marge sortis d'usine sont aux alentours de 70 à 80%. Et sur l'alimentaire et sur le vin, on ne connaît absolument pas les mêmes niveaux de marge et on achète la marchandise. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, à savoir s'il vaut mieux proposer une offre type 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est un petit peu ce que disait Clément.
vous allez vous rendre compte que vos clients, éventuellement, vous avez un business qui peut être indexé sur le cadeau ou qui ne l'est pas. L'initiative de Martin, c'était plutôt un abonnement perso et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un business qui était très, très indexé autour du cadeau. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, je pense plus au pricing. Le pricing, c'est ça qui est hyper important. Si vous allez dans l'e-commerce par abonnement et vous avez une offre aux alentours de 30 € comme la mienne et que vous mettez 90% de votre volume sur un abonnement mensuel, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Clément. Après, le pricing, c'est pareil. Vous êtes positionné sur un segment où vous savez qu'il y a beaucoup d'achats à Noël. Bah, faites attention à votre panier qui correspond au panier moyen de l'achat du cadeau de Noël classique e-commerce vendu en 2014, en 2015, etc. Donc la durée, nous c'est simple, on a commencé sur du prélèvement mensuel, ensuite on a fait 6 mois, 12 mois. Bon, bah, quand vous abonnez 12 mois, 12 fois 19, vous faites le calcul, ça fait quand même assez cher. Ensuite, on a fait le 3 mois. Le 3 mois, ça a cartonné parce que c'était le produit d'appel. Maintenant, sur le 3 mois, est-ce que vous avez une rentabilité intéressante? Tout à l'heure, on a parlé de lifetime value. Si au bout de 3 mois, les clients partent parce que c'est un produit à échéance, que le coût de relance, de réacquisition à la fin des 3 mois est énorme, la rentabilité même de cette offre 3 mois se pose. Donc, ça dépend du produit, ça dépend de votre capacité à engager, ça dépend de plein de choses. Et après, nous, on est de très mauvais élèves parce qu'on fait très peu de ristournes sur l'engagement. Voilà. Pourquoi? Parce que le modèle le plus vertueux, c'est la récurrence. Vous allez chez un opérateur téléphonique, l'objectif, c'est que le client reste le plus longtemps, mais c'est que vous ne vous mettiez pas à poil pour qu'il reste le plus longtemps. Donc, il faut toujours trouver les bons équilibres. Voilà. Donc, ça dépend de vos datas, ça dépend de vos produits, ça dépend de plein de choses. Et donc, on revient à l'importance de la data. L'importance de la data. La logistique, nous, on a le même logisticien. Donc... Donc la logistique, c'est hyper important. Moi, s'il y a un conseil aussi important, c'est s'il y a des gens ici qui veulent monter des box ou qui ont des box, ne le faites pas dans votre garage. Et tout à l'heure, tu as bien dit, il faut penser scalabilité tout de suite. Si on fait une offre à 19 et qu'on se rend compte qu'à 19, on perd de l'argent, qu'il fallait la faire à 24, c'est foutu. Si vous la faites à 19 parce que vous montez les box avec votre cousine dans votre appartement, c'est cool. Mais le jour où il faut payer un logisticien et que vous vous rendez compte que ça coûte 3 € de plus, qu'est-ce que vous faites? Donc il faut tout de suite penser et intégrer le modèle comme étant le modèle fini. Et ça rejoint aussi la question d'à partir de quand il faut travailler avec une agence, à partir de quand il faut travailler avec un logisticien, à partir de quand il faut travailler avec des gens, des zéros, moi j'ai envie de dire. Il faut essayer tout de suite de lancer un produit qui correspond à son offre scalable finale. Et c'est comme ça que vous donnerez en plus de la valeur à votre entreprise. Bonjour, Alexis Gagnère, cofondateur de Jogbox, une box pour abonnement pour les coureurs, ceux qui font de la course à pied. Ma question est est plus sur le e-shop, pour savoir s'il y a une taille critique en termes d'abonnés pour ouvrir un e-shop. Et une deuxième question, j'espère que vous retiendrez les deux, c'est plus, est-ce que le shop doit être vraiment affilié à la marque de la box, ou est-ce que c'est possible d'avoir un shop différent qui soit directement relié sur le site de la marque de la box, enfin de la box, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une taille critique pour lancer son shop? Non. Moi, je pense qu'il faut, si ça fait partie de ton offre, il faut tout de suite le faire, parce que c'est aussi un avantage perçu. La seule question, c'est quelle est ta capacité à gérer des stocks et des envois? Mais il n'y a pas de taille critique selon moi. Est-ce qu'il faut l'intégrer? Oui, parce que ça doit faire partie de ton offre. Avoir un shop à part sous une autre marque, c'est travailler 2 marques, c'est travailler 2 audiences, c'est travailler 2 plateformes éventuellement. Donc pour moi, c'est intégrer et dès le début. Ouais. Alors intégrer dès le début, je pense que comme Clément, nous, il y a déjà le shop, en fait, il avait une première vertu, c'est qu'on se retrouvait parfois avec quelques stocks morts, donc à l'issue d'une opération. Donc déjà, c'est une manière de pouvoir les écouler. Deuxième point, ça répondait à une demande, parce qu'on est sur des produits qui sont censés découvrir. Donc si le produit le plaît, il peut le racheter. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et troisième axe, alors je ne sais pas si c'était le sens de ta question, à savoir si tu le développais en propre ou si tu le montais en affiliation avec une autre boîte. Pas forcément, mais ça peut être aussi une autre idée. Ouais. D'accord, ok. En soi, je pense qu'il faut vraiment voir le shop comme un outil de feed. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vaut mieux que tu l'aies en propre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, quoi. Merci.
D'autres questions? Bonjour, Bertrand, Stadium Box. Nous, au départ, on ne travaille pas du tout sur de l'abonnement. On est éditeur de coffrets cadeaux comme des Smartbox, des Wonderbox. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur... alors, nous, on vend de la billetterie. On le vend essentiellement en grande distribution. Le shop correspond à peu près à 20% de nos ventes. Je voulais savoir quel était le coût d'acquisition global web. Et en fait, pourquoi est-ce que... parce qu'à mon avis, il doit être, je sais pas, peut-être de 10-15%. Et est-ce que l'avenir de l'abonnement, il n'est pas de passer aussi en retail derrière ? Parce que là, on parle que de stratégie digitale, mais on peut très bien axer 2 canaux de distribution. Le petit ballon doit le faire un petit peu parce que vous avez une boutique. Mais est-ce que ce n'est pas un des avenirs ? On peut parler retail, oui. D'abord, la boutique, je voudrais juste refaire l'histoire. Elle était fortuite au départ. Hein. On l'a trouvée parce qu'on cherchait des bureaux. Et on l'a ouverte. Et c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est... l'apprentissage permanent, l'amélioration continue, l'agilité en entreprise, c'est ça, c'est regarder ce qui se passe et se dire ah tiens en fait on a une pépite, ces bureaux qui se transforment en showroom, qui se transforment en boutique sont en fait une activité rentable. Est-ce que ça va vers le retail? Ça dépend du produit. Vraiment, ça dépend du produit. Le vin est un produit compliqué, c'est un produit lourd, c'est un produit qui casse, c'est un produit liquide. Tout ce que détestent les transporteurs et tout ce que détestent les business plans, puisqu'on paye au poids l'expédition. Donc, en plus, le vin, c'est un produit où on a besoin de conseils. Donc, en ligne, nous, on essaye. On a des vertus. On nous dit « Ah, votre site, il est tellement plus simple que les autres pour acheter du vin. Il est cool, il est sympa. En plus, il y a des vidéos, on comprend tout. » Et on a envie d'acheter. Mais il s'avère que l'ARPU en ligne reste inférieur à l'ARPU retail. Donc, entre des coûts logistiques qu'on peut affiner, la capacité d'augmenter l'ARPU et, tout à l'heure, on a parlé du service client, la relation client, le fait d'avoir un point physique où vous venez retirer votre box, acheter du vin et avoir un interlocuteur unique et dédié qui gère votre réabonnement, qui gère vos petits soucis, qui gère votre expiration de carte bleue parce que vous pouvez le tchatcher et qui gère le conseil qu'il va vous donner pour recevoir papy-mamie le week-end prochain et faire du sanglier et quel vin je vais servir avec, bah, tout ça fait qu'on se dit le retail est hyper vertueux. Oui, le retail est hyper vertueux. Oui, on a envie de le faire. Problème du retail, c'est peut-être 20% de votre chiffre, mais 80% des emmerdes. C'est très administratif. C'est très capitalistique. Et donc, ça coûte très cher parce que les pas de porte, les travaux, les choses comme ça, il faut les financer. Donc, quand vous êtes des petites startups dans les yeux des banques, même si vous êtes déjà des PME, que vous allez leur dire oui, j'ai besoin de 300 000 € pour un pas de porte à Réaumur, j'ai besoin de 200 000 pour un autre à Lyon, etc. Et ils vous regardent avec des yeux très différents et tout à coup ils passent du ah c'est très bien ce que vous faites, votre croissance elle est géniale là. Oui, alors on va regarder la capacité d'autofinancement sur la dernière liasse fiscale, vous pouvez nous l'envoyer. Voilà, et le discours change. Donc c'est compliqué. Il y a un vrai sens à le faire. C'est compliqué chez nous. Après, quand vous faites des fringues, des choses comme ça, que vous margez à plus de 50% sur chaque produit et que envoyer un t-shirt Calvin Klein coûte 3 fois moins cher qu'envoyer une bouteille qui vaut 10 €, bon, bah, le sens du retail est peut-être moins prépondérant. J'ai répondu à ta question. En fait, c'était pas forcément le retail en propre, c'était plutôt de redistribuer via des enseignes, des grosses enseignes. Ah, alors ça, c'est autre chose, tout à fait. En fait, c'est les canaux de distribution. Oui, nous on a fait un deal, mais Julien aussi, donc de toute façon on peut en parler, on a fait un deal avec Wonderbox sur le fait d'être présent dans leur réseau de distribution sous forme de coffret. Donc vous aussi, si j'ai bien compris. Donc oui, c'était super parce que c'est que de l'incrémental pour nous. C'est une audience qu'on ne touche pas, c'est un canal de distribution qu'on ne touchait pas. Et c'est des volumes potentiels d'affaires qui sont hyper importants. Donc oui, c'est très intéressant d'aller dans le retail parce que c'est complètement complémentaire. Complètement complémentaire. Après, comme le retail en propre, ça a ses propres enjeux, c'est pas les mêmes taux de négo, il y a des distributeurs, il y a des intermédiaires, il y a du produit à construire, hein, il y a du papier à imprimer, il y a des coffrets à stocker, il y a des choses comme ça. Donc c'est pas l'Eldorado non plus. Ouais, pour reprendre les propos de Clément, en soi, on va dire que c'est un filtre en plus. Donc, en termes de marge, ça peut devenir compliqué. On n'est pas des acteurs de la cosmétique ni du textile. Hein, donc, comme aujourd'hui, nous, on source dans un premier temps, on fabrique un produit et on le vend sur notre propre canal, à savoir le web. Si demain, on devait aller discuter avec, imaginons, la grande distribution ou des circuits sélectifs,
Déjà, il y aura un énorme impact au niveau des équipes, parce que faire ce métier-là, pour l'avoir fait il y a bien longtemps dans l'industrie, c'est un tout autre métier et ça mobilise beaucoup de ressources. Et après, en termes de rentabilité, aujourd'hui, notre modèle, enfin, en tout cas mon modèle à moi, ne pourrait pas s'y prêter. Par contre, il y a des acteurs qui le font. Hein. Kitchen Trotter était présent chez Nature et Découverte à la Fête des Mers. Il y en avait partout. Donc, il y en a qui essayent. Nous, on l'a fait avec Wonderbox. Mais c'est hyper important ce que tu as dit. Notre modèle économique a été conçu au départ pour le web. Donc, parfois, le transposer dans un autre canal, c'est un peu vouloir faire rentrer un truc rond dans un trou carré, quoi. Et encore, ça, c'est le côté facile. C'est plutôt carré dans rond, je crois, le plus dur. Kitchen Trotter, pour aller le faire, a dû modifier son offre, son package, parce qu'il y a d'autres contraintes qui arrivent. Vous ne pouvez pas arriver avec les grandes box que vous mettez dans des cartons et leur dire on va vous prendre du mètre linéaire avec tant de place dans vos rayons. Et c'est des choses qui coûtent, encore une fois, qui coûtent de l'argent à faire en R&D pour arriver à une offre qui soit adaptée à ce marché-là et à ce canal de distribution. Moi, j'ai un exemple. Enfin, j'étais en discussion avec Franprix. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein, ça a duré 2 semaines. Ils m'ont demandé de faire un test avec eux où il s'agissait de doter un magasin d'un display avec un certain nombre de box, mais une box qui était censée avoir une identité un peu particulière, avec une mallette, etc. Bon, bref, ils étaient censés faire un test. Bon, le test, moi, me coûtait grosso modo entre 4 et 5 000 euros, quoi. Et on devait avoir 30 ou 40 box dans le magasin, quoi. Donc tout de suite, ils ont une approche, ils ont un petit peu du mal à comprendre qu'ils sont face à une start-up, qu'ils sont face à un modèle économique qui existe et qui ne peut pas cohabiter avec le leur. Les niveaux de coopération commerciale de la grande distribution ou ce type de circuit, enfin, ils sont assassins, quoi. Je les ai pratiqués pendant 10 ans, donc voilà. C'est pour ça que j'en suis parti aussi, je pense. Ça n'empêche pas d'étudier et de réfléchir. Attention, accident! Un coup de la NSA, vous voyez. Non, vous ne piquerez pas nos business models. Non, ça n'empêche pas d'essayer. Hein. Ça n'empêche pas d'essayer de négocier, d'étudier. Nous, on le fait. On continue à essayer d'optimiser ce canal de distribution complémentaire. Mais il y a les deux. Il y a à la fois se poser la question du retail en propre quand on a un produit qui s'y prête. Se poser la question des canaux de distribution. Oui, parce qu'à un moment donné, web, c'est bien. Digital, c'est bien. Digital tout seul, ça commence à devenir compliqué. Donc, tu essaies de trouver déjà des partenaires médias pour donner de l'écho à tes campagnes, de l'écho à ta marque, de la distribution supplémentaire. Et après, dans le canal physique, c'est encore autre chose. Effectivement, tu cherches soit y aller tout seul, mais ça a des coûts, mais ça a aussi des vertus. Soit y aller avec des partenaires. Et là, attention, modèle économique, aussi appétence de marque. Voilà. Hein, tu as une marque sympa, cool, jeune, hein, si tu commences à la mettre avec Franprix, les mêmes marques préférées Franprix, c'est bizarre, quoi. À côté de Belle France, ça fait bizarre. On a l'air d'avoir fait à peu près le tour. Merci à tous, aux intervenants, pour ces pour ces leviers et toutes ces informations intéressantes. Et j'espère que vous avez, en termes de leviers, etc., appris des choses. Et pour ceux qui ont envie de se lancer, que tout simplement se lancent. Et si vous avez soif, parce qu'il fait très chaud, il y a un peu plus de jus d'orange, un peu plus de jus de pomme et encore du café. Et merci pour votre présence. Et si vous souhaitez nous voir maintenant one-to-one, on est là, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup.